Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Journal des territoires. Bienvenue dans notre matinale d'infos en deux parties, vous le savez maintenant. Dans un premier temps, le JT des territoires dans un instant. Et puis, avec cette nouvelle formule, c'est en deuxième partie que vous retrouverez le territoire d'infos avec, bien entendu, notre invité politique aujourd'hui, c'est Florian Philippot, le vice-président du Front National. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires, je vous y retrouve. Voilà, avec à la une de l'actualité, l'après-Irma, la question qui se pose, c'est l'anticipation et la gestion de la catastrophe. Avec moi ce matin sur ce plateau, Luc Laventure d'Outre-mer 360. Bonjour. Bonjour Luc, merci d'être avec nous. On va faire le point ce matin de la situation. D'abord, la situation dans les îles et le dernier bilan, et puis la Floride et la Géorgie ce matin. La Floride, bon résultat si je puis dire, puisque les morts ne sont pas... très important, une dizaine, même pas. Irma a été rétrogradée en force 2, ce qui a permis effectivement de sauver pas mal de vies. Le point dans les îles, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le bilan? Ça va mieux. Le bilan côté vie humaine, une douzaine. Et tout le monde retient son souffle, a retenu son souffle parce que il y avait un deuxième cyclone qui arrivait qui était José, mais les choses ne se sont pas passées de façon catastrophique. Donc il a évité légèrement. Il a évité et légèrement. En même temps été rétrogradé. Absolument. Alors, demande par Jean-Luc Mélenchon de la constitution d'une commission d'enquête parlementaire. Marine Le Pen et Éric Ciotti sont au nombre des politiques qui dénoncent les manquements de l'État en matière de protection des sinistrés. Alors, est-ce qu'il y a eu vraiment des moyens insuffisants pour assurer la sécurité? Le gouvernement dit que non. Clairement, les habitants de l'île pensent que oui. Oui, alors, d'abord, je ne vais pas m'inscrire dans ce débat parce que je ne suis pas un politique, mais... En tant qu'observateur, ce n'était pas une question de moyens, je pense que c'est une question de méthode. Je crois qu'il faut repenser la République telle qu'on la pense ordinairement. Là, les images que l'on a, c'est la France puissance mondiale qui va au secours des populations sinistrées. Il faut casser, il faut complètement casser, gommer, supprimer cette image. Il n'y a pas la France d'en haut et puis la France d'en bas à qui on va apporter un secours, il y a la France. C'est-à-dire qu'il faut repenser le système en se disant la chose suivante, il y a la France zone tempérée, l'Hexagone, et puis il y a la France qu'il faut assumer, qui est la France des Outre-mer. La France océane avec la Réunion, la France Pacifique avec quand je dis la Réunion et Mayotte, la France du Pacifique avec la Nouvelle-Calédonie et Tahiti, et puis la France Atlantique et Caraïbes où on retrouve la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Et il faut repenser cela, c'est-à-dire qu'il faut prépositionner les forces militaires, les forces de sécurité civile dans un endroit comme la Guyane où l'on sait très bien qu'elle est à l'abri des cyclones, elle est à l'abri des tremblements de terre, au lieu d'attendre que des ministres et que tout le monde arrive avec des cargos pleins à ras-bord pour porter assistance à des populations affamées. Est-ce que les Hollandais, on sait que Saint-Martin est une île franco-hollandaise, ont mieux réussi que nous cette problématique-là des derniers jours? Je ne vais pas rentrer dans une polémique là encore, mais force est de constater que les militaires hollandais étaient sur place quelques heures après le passage du cyclone. On voit des images derrière vous d'ailleurs, hein, de la partie hollandaise et française, des deux. La partie hollandaise a été ravagée, mais il n'y a pas eu, selon moi, de tension avec la population. Quand vous avez une population affamée, traumatisée, polytraumatisée, sans assistance psychologique, rien du tout, comme on dit, les maisons, les cases, tout cela détruit, les routes coupées, un vent violent, c'est vraiment une population dans une détresse extrême. Et puis, pas d'eau, pas d'électricité, rien du tout. Il faut attendre 24 heures, 48 heures, parce qu'effectivement, la mer est mauvaise, une houle inquiétante et très forte, pas de possibilité d'atterrir. Effectivement, la population commence à se crisper et traduit de façon tendue, non pas une violence, mais une exaspération que l'on comprend. Est-ce que cette exaspération fait que le président de la République a décidé d'y aller vite ?
Il part ce soir pour arriver demain, je crois, mardi là-bas. Alors le président de la République a fait son job, si je puis dire, si je puis me permettre d'accoler ces deux mots. Le président de la République, avant le cyclone et surtout après le cyclone, a pris position en disant la chose suivante, c'est la République qui est en danger. Et il a assumé une parole très forte. Il l'a assumé également lors du sommet à Athènes. Le président de la République a dépêché immédiatement la ministre quelques heures après. Mais c'est ce cliché qu'il faut renverser. Et je pense que nous avons une chance, si je puis dire, malgré ce côté dramatique, de repenser les choses parce que la France peut s'appuyer sur une population qui, dans sa mémoire collective, connaît ce type de catastrophe, qu'il s'agisse de cyclones, qu'il s'agisse de tremblements de terre, surtout des cyclones. Toutes les générations confondues, toutes les générations ont été traversées par les expériences de cyclones. Donc, ces populations ont une forme à la fois de résilience et une forme d'expérience et d'expertise. La France également peut s'appuyer notamment sur les ONG qui ont une expertise internationale en matière de catastrophes naturelles. Moi, je pense qu'il y a un défi à relever, mais pas seulement à Saint-Martin et à Saint-Barth, mais de réfléchir à une nouvelle façon de reconstruire les choses en y associant non seulement le savoir-faire local, les architectes locaux, mais également l'ensemble des partenaires et des pays voisins. La sécurité, en un mot, elle est maintenant suffisante. Ça a été beaucoup dénoncé ces dernières heures. L'absence de sécurité, l'absence de force de l'ordre sur le terrain. Les informations que vous avez eues cette nuit vous rassurent de ce point de vue-là? Tout à fait. Je pense que, comme dit le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, l'ordre républicain est assuré et effectivement les choses sont rentrées. Voilà. Merci Luc Laventure, vous restez avec nous, évidemment, et on reviendra, s'il y a de nouveaux développements dans cette édition, sur ce qu'il se passe donc à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Voilà, on continue la suite de ce journal des territoires, la suite de l'actualité dans les territoires, avec direction Brac, dans le Médoc. Alors que la désertification gagne de nombreuses communes rurales, une école vient d'y ouvrir ses portes 25 ans après sa fermeture. C'est une petite révolution dans ce village pour ses habitants, et c'est un reportage de Christophe Chavanneau pour TV7 en Gironde. 10h30, la cour de récréation s'anime au cri des enfants venus se défouler en sortant de classe. Une animation peu habituelle dans ce village de 650 habitants aujourd'hui. Il faut dire que cela faisait un quart de siècle que l'école s'était éteinte à Brache. Depuis, les enfants de la commune allaient à l'école de Sainte-Hélène, commune voisine d'une quinzaine de kilomètres de là. Pour les parents comme pour les enfants, c'est une petite révolution. Comme ça, on prend pas le bus et c'est mieux parce que comme ça, on voit le soleil qui se lève et c'est plus joli. Ça évite les allers-retours. J'allais la chercher à la cantine le midi, donc c'est 80 km en moins. Plus de bus, les horaires plus flexibles. Une facilité pour les enfants, pour les amener pour les enfants et pour les parents. Avoir des amis sur place pour les enfants et pour les parents, pour l'organisation, pour le travail, pour le quotidien. Il aura fallu 4 ans de préparation et 1 an et demi de travaux pour construire une école toute neuve avec 5 classes accueillant 115 élèves pour cette rentrée. Raison de cette renaissance, la démographie de la commune où s'installent de plus en plus de jeunes couples. Il faut dire que Brache a multiplié par 3,5 sa population en 25 ans. Nous sommes qu'à 40 km de la place Gambetta à Bordeaux, qui est le centre de la métropole. Donc ça attire effectivement. On est sur le passage vers le littoral, qui est très attractif aussi pour la population. Le foncier a sûrement contribué à la recherche des terrains par ici. Ça a permis un apport de couples jeunes avec de jeunes enfants. Et la question d'un moment donné, la création de l'école s'est posée presque par nécessité et puis par envie aussi. Et aussi pour résoudre des questions de lourdeur de transport. Presque chaque jour, presque 80 enfants devaient être transportés par les transports du conseil départemental. Ça devenait de plus en plus lourd. Ce sont 2 classes de maternelle et 3 classes élémentaires qui occupent l'école, dotée également d'une restauration scolaire. Un projet qui aura mobilisé près d'1 800 000 €. On poursuit l'actualité dans les territoires avec la technologie au service de la lutte contre le gaspillage alimentaire maintenant. C'est une application qui permet aux Marseillais de manger à prix cassé que nous fait découvrir Manon Mujica pour Provence Azur TV. Pour ses pauses déjeuner, Mélodie a un nouveau rituel,
Commander son repas sur Too Good To Go, traduisé par trop bon pour être jeté, l'application permet d'acheter en ligne les invendus de certains commerçants. Là, je suis dans la zone bleue, dans le petit point bleu, donc je regarde ce qui est à côté. Il y a celui-là qui est ouvert et quand il est en vert, ça veut dire qu'il est disponible, qu'il y a des produits disponibles. Quand il est en rouge, ça veut dire que c'est épuisé. C'est une vraie façon de consommer qui est différente de ce qu'on connaît. Donc, vu que les commerçants mettent les invendus du jour, tout est toujours frais. Et en plus, ils les vendent entre 50 et 70% moins cher que ce qu'ils vendent habituellement. Et du coup, pour moi, c'était une aubaine de pouvoir acheter dans le commerce des choses que habituellement je ne serais pas allée chercher. Idéal donc pour ravir les papilles des gourmets à moindre coût. Pratique aussi pour les restaurateurs qui ont du mal à gérer leur stock. Donc là aujourd'hui vous avez une salade de pâtes et une salade de fruits. Merci. L'idée c'était de moins jeter le soir quand on a fini la journée. Nous on travaille qu'avec des produits frais et de saison. Donc du coup nos plats on a des nouveaux plats tous les jours. Et c'est vrai que même si on jette pas beaucoup, le peu qu'on jetait ou que je donnais, je préférais pouvoir en faire bénéficier des gens avec une remise. Je trouvais l'idée hyper bien et puis le gaspillage, on a envie aujourd'hui tous d'essayer de lutter. Lutter contre le gaspillage alimentaire, une éthique de vie pour certains. C'est le cas d'Aurélia. Dans son épicerie bio, cette commerçante redistribue ses invendus depuis toujours. L'application lui permet surtout d'élargir son panel de clients. Moi, c'est quelque chose qui m'est très familier puisque je le fais depuis la création du lieu. Sauf que je le fais à mon échelle et eux ont une force de communication très grande. Donc quand ils m'ont parlé de leurs principes, ça me paraissait tout à fait familier. Et j'ai dit mais oui, bien sûr, je vous suis, bien sûr, je le fais, il n'y a pas de problème. Pour faire cette même action, mais voilà, avec plus de force de frappe. L'engouement pour cette application est réel. En 4 mois, une centaine de restaurateurs provençaux ont déjà rejoint l'initiative. On part pour les Vosges maintenant, visiter une école particulière où des orties servent à développer du textile. À Roville-aux-Chênes, l'école d'horticulture cultive des milliers de pans d'orties dans le cadre d'un projet avec l'École nationale d'agronomie et des industries alimentaires. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions s'y est rendue. Sous cette serre de l'école d'horticulture de Roville-aux-Chênes, pas de roses ni de tomates. Ici, on cultive ce qui est souvent considéré comme une mauvaise herbe, l'ortie. Le projet, initié par l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, vise à étudier et développer cette culture pour produire des fibres végétales. L'objectif, créer des textiles avec une faible empreinte écologique. Nous, on s'est occupé essentiellement de standardiser le produit et d'amener sur le marché des plants semés capables de reprendre directement au champ. Il faut penser que quand ils plantent en agricole, c'est 60 000 plants à l'hectare. 6 plants au mètre carré. Dans l'ortie, tout est bon. Au-delà du textile, la plante est connue comme engrais et répulsive contre les pucerons, mais a bien d'autres applications. On va le retrouver dans l'alimentation bétail, bovin, équin. On va le retrouver en utilisation cosmétique et pharmaceutique au niveau humain, donc pour des problèmes de peau, pour avoir des cheveux plus denses. Et puis, pour finir, on va le retrouver aussi en tant que colorant. Entre autres dans les bonbons. Ici, ce sont 85 000 plants bio et 210 000 plants en agriculture conventionnelle qui grandissent. Et malgré sa réputation d'herbe folle qui pousse partout, pas si facile de la cultiver. Bizarrement, oui, c'est une plante qui est assez compliquée dans sa germination, dans sa taille. C'est une graine très très petite, donc on est obligé de positionner ça avec un appareil, un semoir pneumatique. Et puis après, dans sa croissance, assez caractérielle. Et ça, c'est prêt à aller en champ, dès que c'est développé, en champ pour passer dans la machine. Donc là, elles vont être repiquables dans 1 mois à peu près. Le plant se vend entre 10 et 15 centimes aux agriculteurs. L'année prochaine, toute la serre sera dédiée à l'ortie, soit 500 000 semis. Et direction l'Occitanie, où l'opération Tout à la mer est organisée pour la 4e année par la Fédération française d'études et de sports sous-marins. Le but, c'est faire découvrir la plongée sous-marine à des femmes venant de milieux modestes, totalement gratuitement. Et cette année, le public a été élargi. Charles Arrigoni pour TV Sud s'y est rendu. Mettre ça autour de ta taille comme une ceinture normale. Okay. 9h ce samedi matin à la Grande Motte. Malgré le mauvais temps, elles sont une dizaine à braver le froid pour découvrir les joies de la plongée. Et à quelques secondes de se lancer à l'eau, quelques inquiétudes sont bien présentes.
de mal respirer. de respirer et que je bug et que je sais pas. Chaque plongeuse est constamment accompagnée d'un moniteur. Les sensations sont bonnes, l'eau est claire et pas trop froide. On y voit des concombres de mer ou des rougets, mais au bout de quelques minutes à peine commencent les premiers retours sur le bateau. De respirer sous l'eau, enfin, c'est bizarre, vraiment. J'ai paniqué, beaucoup. Dès que je mettais la tête sous l'eau et que c'était plus possible. Pour d'autres, le séjour sous l'eau est beaucoup plus long et plus agréable. Une première bonne expérience qui devrait en appeler d'autres. C'était vraiment trop bien. Une fois à l'intérieur, une fois sous l'eau, la vue, c'était génial, génial, génial. On est descendu, on a vu les fonds, franchement, je suis présente physiquement, mais en fait je suis encore dans l'eau là. Depuis 4 ans maintenant, l'opération Tout à la mer permet à des femmes venant de milieux modestes de découvrir la plongée totalement gratuitement. Et cette année, l'opération a élargi son public. On a aussi des jeunes femmes qui viennent d'établissements scolaires et puis on a aussi des jeunes femmes qui viennent du CHU de Montpellier, du secteur hospitalier. 5 autres clubs de plongée héroltés participaient également à cette manifestation. Midi, retour au port, baptême de plongée en main, il n'y a maintenant plus qu'à recommencer. Et pour finir ce journal, regardez ce bateau, ces images, le bateau de James Bond de passage à 7. Il s'agit en fait de l'Ocean Sapphire, un yacht de 41 mètres déjà passé par les eaux sétoises, notamment en octobre 2015, et qui a ses attaches au port de plaisance de Cayenne, un bateau ultra moderne qu'il est possible de louer moyennant quelques centaines de milliers d'euros la semaine. C'est Nicolas Zarouk du Midi Libre qui nous a transmis ces images. Voilà, fin de ce journal des territoires. L'émission continue, bien sûr. Il a été préparé par Soumaya Benaïssa. On passe à la revue de presse, la une de la presse quotidienne régionale, ce qui se passe dans vos régions aujourd'hui. On regarde ensemble. On commence par l'Ardennais avec le ton qui monte. À la une de l'Ardennais, le ton monte contre l'État. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Ciotti sont au nombre des politiques qui dénoncent les manquements de l'État en matière de protection des sinistrés. Et dans l'Ardennais et l'Union de Reims, Sébastien Lacroix écrit ce matin: n'aurait-il pas été judicieux de positionner sur l'île quelques renforts militaires pour assurer la sécurité, ainsi que des réserves de vivres en quantité suffisante? Mais peut-être n'avons-nous plus les moyens d'assurer la protection de nos bases Caraïbes. Dans ce cas, la France serait bien inspirée de la mettre en veilleuse, plutôt que de faire croire au monde entier qu'elle est une grande puissance militaire capable d'intervenir un peu partout pour sauver les peuples. Écrit donc Sébastien Lacroix dans l'Ardennais et l'Union de Reims ce matin. Pour l'Écho de Haute-Vienne, c'est la loi travail qui est à la une, la CGT, la FSU, UNEF, Sud. Demain, c'est la première riposte, c'est ce qui est en grand titre dans l'Écho de Vienne, à l'initiative de la CGT, une première journée nationale d'action qui aura lieu donc demain contre la loi travail, une rentrée sociale clairement à l'offensive. Pour le Télégramme, c'est le code du travail. Macron a rendez-vous avec la rue, alors qu'il a réaffirmé sa volonté d'aller au bout de la réforme du code du travail par ordonnance. Plusieurs syndicats appellent à la mobilisation demain contre ce projet. Pour la Dépêche du Midi, c'est Macron, sa semaine débute à Toulouse. Ce lundi, dans la Ville Rose, le président évoquera le logement social. Le lendemain, Emmanuel Macron, évidemment, s'envolera pour un déplacement aux Antilles. Vous le savez, dans la Dépêche du Midi. D'ailleurs, Jean-Claude Souléry écrit ce matin une semaine très particulière. Elle sera sociale, solidaire et sportive. Une semaine durant laquelle Emmanuel Macron, que ses adversaires ont pris l'habitude de qualifier de président des riches, pourrait inverser cette désagréable petite musique qui émane de l'opinion et qui accompagne le tambour de la CGT et la grosse caisse des Insoumis. Il y a en effet durant ces 3 jours de quoi nourrir la gestuelle présidentielle et du même coup restaurer si possible son image. Pour la Nouvelle République, c'est la popularité retrouvée d'un autre président, François Hollande. L'ancien président de la République s'est offert un bain de foule au stade, près de Châteauroux. Et c'est à la une de la Nouvelle République. On voit d'ailleurs un jeune homme faire un selfie avec le président de la République à la une de la Nouvelle République. Pour la Voix du Nord, ces droits que vous ne demandez pas, au moins 10 milliards d'euros d'aides non versées. C'est le dossier de la Voix du Nord. Aujourd'hui, il est très intéressant. Vous pouvez le retrouver également sur le site internet de ce journal. Pour Presse Océan, ces projets d'aéroport, la piste de l'abandon. Alors que les médiateurs envisagent de lancer une nouvelle étude sur le bruit à Nantes-Atlantique, le projet de Notre-Dame-des-Landes semble en posture délicate. Pour le Républicain lorrain, Metz enquête sur les jeunes migrants à la rue. C'est la Fondation Abbé Pierre qui tire la sonnette d'alarme dans le Républicain lorrain aujourd'hui. Pour Ouest France, l'élevage, un concentré des défis de la planète.
à la une du grand quotidien de l'Ouest, premier journal francophone du monde. Et puis pour Sud-Ouest, le business florissant du bio en consommation. Autrefois, c'était l'apanage des écologistes. Ce marché s'est ouvert au grand public, notamment via les grandes surfaces. Une croissance qui attire aussi la finance dans Sud-Ouest aujourd'hui. Pour le populaire du centre, Limoges met les petits plats dans les grands, avec des circuits courts, de la nourriture bio, la diminution du sel dans les rations, lutter contre le gaspillage. Limoges se veut exemplaire. Le populaire du centre vous le raconte aujourd'hui. Enfin, pour la Provence, c'est la cata. OM 1, Rennes 3, 2 semaines après la débâcle subie à Monaco 6-1. Les Marseillais ont été humiliés à domicile hier. Ils n'aiment pas ça. La crise couve. Les premiers Garcia d'émission ont fusé des tribunes du Vélodrome. À la une de la Provence aujourd'hui. Voilà, j'accueille maintenant dans le club de la presse ce matin Jean-Louis Picot du Parisien Écho. Bonjour Jean-Louis, merci. Bonjour Cyril. Votre rentrée chez nous cette saison. Et puis Michel Richard pour le Midi Libre. Merci d'être avec nous Michel sur ce plateau également. Vous allez devenir un invité régulier de ce club de la presse. Voilà, avec la rentrée du Parisien Écho pour vous Jean-Louis Picot. Et puis le langage et les politiques dans le Midi Libre pour vous, Michel Richard, dans un instant. Jean-Louis Picot, une rentrée du Parisien Écho sous le signe des savoir-faire, quel que soit le secteur ou la taille de l'entreprise. Matin. Oui, on a souhaité mettre en avant ce message puisque, en l'occurrence, on parle de 2 exemples de savoir-faire complètement différents. L'un se déroule dans le Cantal avec une agricultrice qui se développe via Facebook. Ah oui, ça j'ai trouvé ça excellent. Elle vend ses fromages en Australie. Jusqu'en Australie, jusqu'à Hong Kong. En fait, on met en avant le fait que désormais, grâce aux réseaux sociaux qu'on connaît tous, puisque qui n'a pas sa page Facebook aujourd'hui personnelle, de quelle manière les entreprises et surtout les TPE, PME, les plus petites, peuvent profiter de ce genre de support pour se faire connaître, y compris bien sûr à l'international, se diversifier et mettre avant leur savoir-faire. Ce qui est intéressant, c'est que cette personne a une trentaine d'années, qu'elle est issue de cette famille qui a cette exploitation de vaches qui font des fromages. Et donc, elle apporte son savoir-faire de jeunes, de trentenaires, qui, elle, est utilisatrice de ce genre de support et qui donc apporte à l'entreprise familiale une nouvelle voie pour se développer. Alors, on a bien compris que cette présence en ligne pouvait doper les ventes de 20 à 30%. Oui, c'est ce que dit le cabinet de Deloitte, qui est notre expert sur ce dossier. Est-ce qu'ils arrivent frais, ces fromages, en Australie, du Cantal en Australie? Je pense que tout cela est prévu pour que ça arrive mangeable. Il y a aussi des Australiens qui viennent en France pour manger nos bons fromages, donc ça peut aussi servir dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas que les fromages, il y a toutes sortes d'activités comme ça de TPE, PME qui sont mises en avant sur les réseaux et qui se développent, comme vous le soulignez, jusqu'à 20 ou 30% de chiffre d'affaires. En plus, c'est quand même pas rien. Les réseaux sociaux, c'est un peu le bouche à oreille mondial. Alors, vous êtes très éclectique, comme nous. Vous faites aussi une rentrée avec Alain à Flelou, le Parisien Écho aujourd'hui, face à des entrepreneurs. La méthode à Flelou, vous dites. Absolument. Vous savez, on invite souvent des patrons à rencontrer les entrepreneurs et on s'est rendu compte que finalement en France, on n'a pas tellement la culture de l'entreprise et des patrons stars. Il y en a peu des patrons qui ont à la fois réussi et qui ont donné leur nom à leur entreprise et qui sont identifiables par les gens. On a fait Michel-Édouard Leclerc à l'époque, là Alain Afflelou. Mieux que personne, il fait sa propre publicité, il se met en avant, il incarne vraiment son entreprise et c'est un cas assez unique dans ce domaine-là en France. Alors après, on n'est pas obligé de souscrire à toutes les méthodes d'Afflelou qui déroulent devant nous en termes de fabrication, en termes de coûts, en termes de communication. Il dit d'ailleurs que tout se fout d'Afflelou, c'est quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire à l'époque parce qu'il trouvait ça mégalo. On l'a poussé à faire, je ne crois pas qu'il l'ait regretté vraiment. Et vos lunettes Afflelou? Et non. Bon. Ce qui montre ma liberté par rapport au sujet que je traite. Michel Richard, vos lunettes Afflelou? J'ai peur que non. Bon, Michel Richard, le Midi Libre, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. On va s'intéresser avec vous au langage en politique. Les hommes et les femmes politiques et le langage, tout un programme. C'est le papier du Midi Libre que vous avez signé. Oui, parce que je me suis intéressé à ça, parce que c'est toujours intéressant de voir les stratégies sémantiques, langagières, et en l'occurrence de notre président. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous appelez le transformiste. Oui, parce que la réforme n'existe plus. Il faut oublier les réformes en France. Les réformes sont mortes, vivent les transformations. D'où le titre, en effet, Macron, le transformiste.
Ça fait partie de sa politique de communication, puis tout est réfléchi. Hein. Et vous allez voir que Édouard Philippe... c'est le cas aussi pour tout le monde maintenant. C'est un passage obligé pour les politiques. C'est le cas de tout le monde. Ce qui est amusant, c'est qu'il a senti que le mot réforme, il contaminait potentiellement tout. Voilà. Qui dit réforme dit purge, dit austérité, dit se soumettre à une statistique, les 3%, à des voisins meilleurs que nous, etc. Tout ça n'est pas flatteur. Est-ce que c'est des mots qui parlent aux gens ? Alors, je ne sais pas dire, à la France des territoires, la nôtre, par exemple. Mais ce que je pense, même si évidemment ce tour de passe-passe langagier peut prêter à rire, il ne va pas dissoudre comme ça, par enchantement, toutes les oppositions, tous les corporatismes, etc., etc. Évidemment non. Mais en même temps, il n'y a pas de vraie politique sans les mots pour la dire. Et les mots, ça a une importance. Vous pouvez avoir, par ce biais d'une pensée positive, en appelant les choses les mêmes réalités d'un autre nom, pouvait avoir quelque chose de plus aimable et de moins rébarbatif. Alors, est-ce que la langue française, la francophonie, privilégie cette méthode de communication par le langage par rapport au monde anglo-saxon, par exemple? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que... Parce qu'on dit que la langue française permet tellement de possibilités. Oh elle est merveilleuse, naturellement. Et vous avez tous les mots nécessaires avec toutes les subtilités, etc., y compris des mots qui ne sont pas subtils. Par exemple, regardez le scandale, entre guillemets, provoqué justement par les mots de Macron ce week-end quand il parle des feignants. Je ne sais pas si c'est subtil, je ne sais pas si c'est malin, mais en tout cas, ça cogne dur. Donc le français vient en appui de cette thèse. Bien sûr, et encore une fois, il n'y a pas de bon politique sans un choix des mots. Et Macron, c'est un intellectuel. Hein. Il n'emploie pas de mots comme ça au hasard. Il les réfléchit et il les transmet ensuite comme élément de langage à tout son gouvernement. Voilà, merci Michel Richard pour le Midi Libre aujourd'hui. Merci Jean-Louis Picot pour le Parisien. Et qu'on vous retrouve d'ailleurs tout à l'heure pour le débrief de l'interview politique. Ce sera Florian Philippot qui sera notre invité politique ce matin, le vice-président du Front National, dans la deuxième partie de cette matinale d'info. Territoire d'info dans quelques minutes. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Journal des Territoires